vous. Un immense merci à vous. Merci pour cet enthousiasme, pour cette chaleur. Vous êtes tellement nombreux. Et on m'a expliqué, avant que je n'arrive, qu'il y avait encore 600 personnes qui n'ont pas pu rentrer. Donc je voudrais les saluer affectueusement et leur présenter toutes mes excuses. Je suis très heureux d'être ici, très heureux d'être à Lille. Vous savez, j'ai l'habitude d'être à Lille. Vous l'ignorez sans doute. Mais oui, je sais que je viens du Sud, je sais que j'ai grandi en banlieue parisienne, mais depuis, je suis venu souvent à Lille, souvent dans le Nord, que ça soit à Valenciennes, à Dunkerque. Je suis venu pour les campagnes électorales, j'ai suivi des campagnes électorales en tant que journaliste. Et puis, je suis venu pour mes livres, à chaque fois invité, donc je rencontrais des gens, je dédicaçais mes livres. J'ai rencontré encore hier, à Valenciennes, des chefs d'entreprise qui m'ont accueilli chaleureusement. Je connaissais bien les maires de Lille, Mauroy, Aubry, le maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, des gens que j'ai beaucoup suivis, côtoyés, avec qui j'ai discuté très souvent. Et puis, j'aime venir ici, car quand je marche, quand je suis en voiture, quand je viens en train, je suis toujours fasciné par les paysages du Nord qui sont la quintessence de toute l'histoire de France. Alors, je ne vous parlerai pas des éoliennes, parce que ça, je ne crois pas que ça fasse partir de l'histoire de France. Enfin, j'espère, parce que peut-être que dans 50 ans, on aura quelqu'un qui nous expliquera que ça fait le charme des Hauts-de-France. Mais en tout cas, plus sérieusement, je suis très frappé à chaque fois de la litanie des monuments, des traces de l'histoire de France. Vous avez tout ici. On a l'impression de remonter les 1000 ans d'histoire de France. On a les cathédrales de l'âge d'or capétien. On a les fortifications de Vauban. On a aussi les traces terribles de la guerre de 14. Et on a aussi, ce qu'on oublie, les stigmates de la révolution industrielle au XIXe siècle. Car il ne faut pas l'oublier, c'est ici qu'a eu lieu, pour la France, la révolution industrielle au XIXe siècle. Et cela tombe bien, car c'est justement aujourd'hui que j'ai choisi et que j'ai envie de vous parler de travail. Car le travail, ça vous connaît ici. C'est vous, je le répète, qui avez forgé l'industrie française pendant près d'un siècle. Dans tout le reste du pays, il n'y avait pas d'industrie. Il n'y avait d'industrie que chez vous. Il n'y avait de grands patrons, de grands capitaines d'industrie que chez vous. Il n'y avait de grands ingénieurs que chez vous. Il n'y avait de ces ouvriers tellement qualifiés que chez vous. C'est vous qui avez fait la prospérité industrielle de la France au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est vous qui avez permis à la France de tenir son rang à partir du moment où, venant d'Angleterre, la révolution industrielle a balayé toute l'Europe et a modifié la hiérarchie des pays et des nations, et a modifié aussi la façon de faire la guerre. C'est vous les nordistes besogneux, les nordistes laborieux, mais les nordistes ingénieux et courageux. Pendant un siècle, il y avait ici le cœur de l'industrie française. L'industrie minière, l'industrie textile, l'industrie sidérurgique. D'ailleurs, il y en avait qui le savaient mieux que personne, c'était l'armée allemande. À chaque fois qu'elle venait occuper le Nord, soit elle prenait les produits de cette industrie, et puis quand elle était vaincue, comme en 18, eh ben, elle détruisait les usines pour être sûre que ces fichus Français n'allaient pas concurrencer leur propre industrie. On a connu ça pendant longtemps, mais on a découvert récemment, depuis 40 ans, qu'il y avait pire que l'armée allemande. Il y avait la mondialisation. Parce que la mondialisation, qu'est-ce que c'est finalement que cette mondialisation, que
mon grand ami Alain Minc a dit que jadis qu'elle était une mondialisation heureuse. Alors oui, évidemment, pour lui, elle est forcément heureuse. Mais qu'est-ce que c'est que finalement cette mondialisation? Oh, c'est assez simple si on va au cœur du sujet. C'est les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. C'est une logique assez simple. C'est la mondialisation heureuse pour les autres, mais pas pour vous. C'est la mondialisation heureuse pour les grands patrons français exportateurs, c'est la mondialisation heureuse pour les ouvriers de Chine et d'ailleurs qui peuvent enfin avoir du travail, c'est la mondialisation heureuse pour les Chinois qui s'enrichissent, mais pour la classe moyenne française, c'est la mondialisation malheureuse. Cette mondialisation, elle a commencé chez vous très tôt. Vous en avez vu les ravages très vite. Dès les années 70-80, il a commencé à voir cette désindustrialisation. À l'époque, on appelait ça la crise sidérurgique. Et puis, ça s'est aggravé en 2001 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. À l'époque, nos dirigeants tellement compétents, qu'ils soient de droite ou de gauche, disaient « il ne faut pas s'inquiéter, on construira des Airbus et les Chinois construiront et fabriqueront des chaussettes. » Ah ben tu parles. Ah ben on a vu les chaussettes. D'abord, on a ravagé l'industrie textile française. Bon ça, nos dirigeants s'en foutaient, donc ils ont sacrifié ça sans vergogne. Et puis après, petit à petit, bah oui, les Chinois, ils sont pas plus bêtes que nous, hein. Donc ils ont fait des Airbus, ils ont fait des avions, ils ont fait des fusées, ils ont fait tout ce qu'on sait faire, mais moins cher. Je sais ici que beaucoup de gens ont voté longtemps pour la gauche. Il y a beaucoup de gens ici qui ont voté Mitterrand en 1981. Et je les comprends. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils sentaient déjà les premiers frémissements de cette mondialisation qui allait détruire notre modèle industriel et qui allait emporter tout avec. Et donc ils ont voulu préserver, maintenir, sauvegarder le modèle social et le modèle économique forgé dans les années 45-50 et qui avait permis une prospérité sans équivalent. En vérité, très vite, la gauche a trahi ses électeurs, la gauche a trahi le peuple, la gauche s'est vendue à cette mondialisation au nom de l'Europe et elle a abandonné la classe ouvrière et l'industrie avec. La droite... La droite n'a pas fait mieux. La droite, vous savez, la gauche, elle trahit au nom de l'idéal. La droite, elle trahit au nom de l'intérêt. Alors elle s'est dit, très maligne, toujours les gros malins à droite, qui se sont dit on va être formidable, on va faire l'Europe, on va faire la mondialisation parce que ça va remettre le marché au centre du jeu, on va marginaliser l'État, on va enfin réduire ce modèle social qui pourrit la vie de nos entrepreneurs. Que nenni, on n'a rien détruit tout, sauf les industries françaises et sauf vos emplois et vos salaires. Et donc vous avez été trahis 2 fois. Vous avez été trahis 2 fois. Le résultat, c'est que votre magnifique tissu industriel du Nord s'est liquéfié comme un glaçon en plein soleil. Et comme d'habitude, quand c'est le Nord qui paye, c'est toute la France qui en vérité s'appauvrit. C'est toute la France qui s'est désindustrialisée. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1980, la production industrielle représentait 24% de la richesse nationale totale. Aujourd'hui, nous sommes à 12%. Ce n'était pas inéluctable. Les Allemands ont conservé ce taux de 24-25%. Les Italiens eux-mêmes, dont on a l'habitude de moquer la légèreté, on aime bien les Français, nous se moquer des Italiens, mais ils nous en remontrent. Et eux, ils ont gardé un réseau serré de PME, PMI, ils ont gardé une industrie digne de ce nom, et d'ailleurs, ils ont un équilibre commercial que nous peinons à avoir depuis 20 ans. Donc le Nord a payé cash ce Waterloo économique. Les conséquences, vous les connaissez mieux que moi. Zone rurale désertée,
chute de prix de l'immobilier, chômage de masse. Cette hémorragie économique, vous l'avez subie depuis 40 ans, mais elle continue. Entre 2009 et 2019, l'industrie du Nord a continué de perdre 44 000 emplois et 1 000 entreprises industrielles. Les résultats, ils sont terribles. 9,3% de chômage dans le Nord. On va dans certaines villes comme Roubaix jusqu'à 30%. Alors, ce diagnostic, vous le connaissez bien. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le rappeler. Et vos dirigeants eux-mêmes le connaissent fort bien, en vérité. Car vos dirigeants, ils ont essayé avec leurs petits bras, d'éponger, de vider la mer avec une cuillère, avec certaines réussites d'ailleurs. J'étais à Valenciennes hier. On sait bien que Jean-Louis Borloo a réussi à maintenir un tissu industriel digne de ce nom, par son entre-gens, par son activisme, par son efficacité. On sait qu'à Valenciennes, il y a encore l'industrie automobile avec Toyota, avec Daimler-Benz, avec Peugeot. Il y a l'industrie ferroviaire avec Alstom. Donc, on a pu réussir à sauver des îlots industriels. Mais, si vous voulez, la vague est trop forte. Et nos dirigeants se refusent à voir le problème en face. Ils mettent des rustines, ils mettent des sparadraps. Non pas parce qu'ils sont ignorants, non pas parce qu'ils sont cyniques, mais je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'ils sont peureux. Ils sont pusillanimes. Je les ai traités de chochottes à LR et ils ne s'en sont pas remis. Mais c'est quand même ce qu'ils sont depuis 40 ans. Parce que, franchement, on sait pourquoi les grandes entreprises délocalisent et pourquoi les petites entreprises meurent. On le sait. C'est que tout simplement, on paye pour un modèle social obèse. Oh, il faut tout de suite prévenir. Je sais très bien que ce modèle social, il est légitime. Vous y tenez et j'y tiens, comme à la prunelle de mes yeux. Mais il faut distinguer entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, entre ceux qui cotisent et ceux qui reçoivent de l'assistanat, entre les chômeurs professionnels et les travailleurs professionnels, les uns payant pour les autres. Les chiffres sont édifiants. Je vous les livre en vrac. Nous représentons 1% de la population mondiale. Mais nous dépensons 10% des dépenses sociales du monde entier. La somme va vous donner le vertige. 750 milliards d'euros. 30% de notre richesse nationale. Ce n'est plus de la solidarité, ce n'est plus de la générosité, c'est de la folie. Et l'on sait pourquoi. L'on sait d'où ça vient. Tout simplement parce que notre système social a été dévoyé. Il reposait sur 2 principes. Le travail, qui entraînait les cotisations sociales et donc les contributions et donc les droits sociaux, et la solidarité nationale. Je dis bien nationale. Or, qu'est-ce que nous avons fait depuis 30 ans, depuis 40 ans ? Nous avons multiplié les dépenses d'assistance au détriment des dépenses liées au travail et nous avons ouvert notre modèle de solidarité nationale au monde entier. Ah, alors là... Ah, on a fait très fort. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, il suffit d'aller dans les agences de l'emploi, il suffit d'aller à la CAF. Là, on voit qui vient toucher notre solidarité nationale.
En fait, comme nous sommes toujours très forts en France, on fait toujours mieux que les autres, nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail. Je vous donne encore quelques chiffres. Nous avons en France 8% de chômeurs, en moyenne. Du côté des étrangers, le chiffre monte à 14%. Nous avons en moyenne, si l'on comptabilise les chômeurs et les inactifs, en France, ça représente à peu près entre 13 et 14% de la population. Chez les étrangers extra-européens, ça représente, tenez-vous bien, 40%. Vous savez, en 1962, De Gaulle avait donné l'indépendance à l'Algérie, alors que l'armée française, contrairement à ce qui s'était passé en Indochine, avait gagné sur le terrain, parce que, disait-il à Alain Peyrefitte, dans le fameux livre C'était De Gaulle, il craignait que la France subisse et supporte le rattrapage économique et social de populations pauvres, maghrébines, et de plus en plus importantes, puisque les services de santé français, de lutte contre la mortalité infantile, avaient permis que les femmes ne perdent plus leurs enfants. Et donc, on savait, les projections démographiques ont quelque chose de certain, on savait qu'il y aurait une population de plus en plus nombreuse. L'Algérie, à l'époque, comptait 10 millions de population arabo-musulmane. Aujourd'hui, ils sont 40 millions. Et donc, le général de Gaulle, voyant ces chiffres-là, avait dit à Peyrefitte, c'est simple, nous ne pouvons pas leur donner l'égalité, donc nous leur donnons la liberté, alors bye-bye. Et bien, bye-bye, ça a été plutôt bonjour chez vous. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, nous payons pour l'explosion démographique de l'Afrique. C'est un poids terrible sur notre société, sur notre pays, sur nos entreprises et finalement sur nos salariés. C'est exactement ce que craignait le général de Gaulle. C'est exactement pour cette raison qu'il avait donné l'indépendance à l'Algérie et aux autres pays d'Afrique. Et c'est exactement le contraire de ce qu'ont fait tous ces soi-disant héritiers qui se prétendent les grands continuateurs du général de Gaulle, en faisant exactement le contraire de ce qu'il avait exigé. Donc, je le répète, le modèle social français originel en 1945 reposait sur le travail et la solidarité nationale. C'était le sens de l'alliance entre les gaullistes et les communistes qui étaient, au sortir de la guerre, les deux plus grands partis de la vie politique française. Je vous ai dit ce que voulait et ce que pensait le général de Gaulle. J'aurais pu vous dire ce que pensaient les communistes à l'époque. Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute du fameux discours de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste en 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans, dans lequel il disait « il faut arrêter l'immigration illégale et légale ». L'immigration illégale et légale, c'est exactement ce que je dis aujourd'hui. Car c'est d'abord une question de justice sociale. Il est absolument scandaleux qu'un clandestin arrivé la veille soit mieux soigné, mieux remboursé par l'AME qu'un Français qui a cotisé pendant 40 ans à la sécurité sociale. Il est scandaleux qu'un demandeur d'asile arrivé la veille et qui a 8 chances sur 10 d'être débouté, mais qui a 9 chances sur 10 de ne jamais repartir, touche immédiatement un pécule supérieur à la retraite des agriculteurs les plus pauvres. C'est donc une affaire de justice sociale que la solidarité nationale redevienne nationale. Et c'est aussi un impératif d'efficacité économique. Ce n'est pas pour rien que nous avons perdu
la plupart de nos industries. Ce n'est pas pour rien que les grands groupes français ont toutes délocalisé dans les autres pays. Ce n'est pas pour rien si les petites, les PME et les PMI n'arrivent pas à survivre et n'arrivent pas à se transmettre de père en fils comme en Italie ou comme en Allemagne. C'est pour une raison très simple, c'est qu'elles subissent plus de charges sociales que les autres. Il faut avoir les chiffres en tête. Nous avons, nous, comme prélèvement obligatoire, impôt plus charges sociales, une somme qui représente 47% de notre richesse nationale. En Allemagne, c'est 41%. 6 points de moins. C'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui ne vont pas dans nos poches. Il faut arrêter ça. Il faut réduire cette dépense sociale absolument scandaleuse. Et il faut prendre où c'est-à-dire qu'il faut couper la solidarité nationale, c'est-à-dire les dépenses non contributives, logement social, allocation familiale, RSA, nous devons les enlever à la population étrangère et les réserver à la population française. Et puis pour que le pays, et le Nord en particulier, retrouve son esprit d'entreprise, son esprit de travail, son esprit ingénieux, il faut que l'État cesse de les accabler de charges et de normes. Tous les entrepreneurs que je rencontre, encore hier à Valenciennes, me disent la même chose. Ils sont évidemment submergés de charges, mais aussi de normes. L'administration française étant 10 fois plus pointilleuse que les autres. Hier, à ma table, il y avait un avocat fiscaliste. Et il m'expliquait que beaucoup d'entreprises venaient le voir pour régler au mieux les questions de transmission d'entreprise, quand un chef d'entreprise qui avait fondé son entreprise était arrivé à la retraite et voulait la transmettre à ses enfants. Et il me disait de façon goguenarde, c'est simple, en Belgique, dans le même cabinet de fiscalistes, ils sont 2, en Italie, ils sont 4, et moi, en France, on est 30. C'est vous dire ce qu'on fait subir à ces patrons de PME, de PMI qui essayent simplement de survivre. Alors, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent payer des droits de transmission énormes, ou alors, avec la loi Dutreil, ils ont des problèmes c'est tellement compliqué bureaucratiquement qu'ils payent des frais à ce fameux avocat fiscaliste, mais de toute façon, ils payent toujours plus que les Italiens, qui, comme par hasard, les Italiens, je ne parle même pas des Allemands, parce qu'on donne toujours en exemple l'Allemagne, mais là je parle des Italiens. Les Italiens, ils ont des droits de transmission sur les entreprises de 4%, et comme par hasard, eh bien, ils créent des entreprises qui transmettent de génération en génération. C'est absolument magnifique, il y a un savoir-faire qui se transmet de 5, 6, 7 générations depuis le 19e siècle. Pourquoi la France, et en particulier le Nord, qui avait le même savoir-faire industriel, le même savoir-faire d'ingénieur et, j'allais dire, d'artisan, parce qu'il y a dans cette Europe, entre l'Allemagne rhénane, l'Italie du Nord et la France du Nord et de l'Est, il y a cette même communion dans un goût du travail bien fait. Pourquoi la France a décroché par rapport à nos deux rivales allemandes et italiennes? Tout simplement parce que nous ne subissons pas le même État, la même bureaucratie et les mêmes charges sociales et les mêmes impôts. Alors évidemment, il ne faut pas compter sur la classe politique, que ce soit de droite ou de gauche, pour en finir avec cela. Parce qu'ils se sont habitués. Ils ont adapté leur discours. Ils ont développer des pratiques clientélistes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile d'arroser telle clientèle pour pouvoir recevoir les voix aux élections régionales, aux élections législatives, que tailler dans le vif quand on est à l'Élysée ou à Matignon. Là, on fait des grandes proclamations, on parle de pognon de dingue, vous voyez de qui je parle, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. Et on recule dès qu'il y a une bronca médiatique. Et finalement, on ne remet jamais en cause
cette culture de l'assistanat, parce que tout simplement, on ne remet pas en cause la désindustrialisation. Alors maintenant, vous avez remarqué, depuis l'épidémie de Covid, depuis le confinement, depuis que la France s'est retrouvée tiers-mondisée, à quémander des masques et des respirateurs artificiels, qu'elle n'a même pas été capable de faire son propre vaccin dans le pays de Pasteur, alors que tous les autres grands pays du Conseil de sécurité disposaient de leur vaccin. Évidemment, tout le monde a pris conscience que la désindustrialisation avait un coût terrible. Alors évidemment, quand les gens comme moi le disaient depuis 20 ans, on les traitait de déclinistes, d'abrutis, de rabougris. C'est le dernier mot que j'ai supporté, c'est la France rabougrie. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais vous m'expliquerez sans doute après. Donc voilà, ça. Et puis maintenant, soudain, tout le monde découvre les mérites de la réindustrialisation. Diable. Après tout, pourquoi pas? On verra bien à l'usage. Mais il faut savoir que c'est le cœur du problème, qu'on ne réglera pas cette culture de l'assistanat sans la réindustrialisation et sans qu'on torde le cou à cette immigration sans travail et qu'on arrête cette immigration sans travail et qu'on réserve la solidarité nationale aux Français. Et sinon, vous comprenez, on va continuer de jeter l'argent dans le tonneau des Danaïdes. On peut voir à nos portes, on peut voir un pays qui fait tout le contraire de nous. La Suisse. Petit pays dont on a l'habitude de se moquer, là aussi. Nous, les Français, on adore se moquer de nos voisins. On se croit toujours supérieur à tout le monde et finalement, il faudrait prendre quelques exemples. La Suisse, qui a un taux de chômage de 2,8%, qui a gardé une industrie qui représente à peu près 25% de la production et de la richesse nationale suisse. Vous voyez, ils se débrouillent pas trop mal. Ils maîtrisent leur immigration, ils sont très sévères, ils ont un salaire moyen de 3 750 francs suisses, ce qui fait à peu près 3 000 € bruts. Donc vous voyez, il y a des pays qui se débrouillent beaucoup mieux. Il y a des pays qui ne font pas nos folies, il y a des pays qui ne tombent pas dans le panneau d'une générosité aveugle qui se retourne contre nos compatriotes. Il y a des pays qui ont conservé une industrie digne de ce nom. Il y a des pays qui ont conservé une école qui forme les gens et qui permet, qui favorise la formation professionnelle, l'apprentissage et qui permet de fournir des emplois aux entreprises qui les réclament, contrairement à la France où il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont non pourvus alors que nous avons 3 ou 4 millions de chômeurs. Nous devons absolument faire cette révolution économique, cette révolution sociale, je dirais cette révolution culturelle. Car ce n'est qu'à ce prix que le Nord en particulier, une fois de plus, les entrepreneurs du Nord, les salariés du Nord, les ingénieurs du Nord, eux qui ont depuis des siècles pris entre les mains la prospérité du pays, retrouveront ce chemin et de nouveau rendront à la France son visage le plus riant. Je vous remercie. Merci à vous. Alors je crois que la tradition est qu'on peut répondre à quelques questions. Donc je ne voudrais pas enfreindre cette tradition. Donc à vous de parler. Si vous me permettez, j'enlève ma veste parce qu'il commence à faire chaud quand même chez vous. Alors, je vous attends. Alors, les micros arrivent dans la salle. Merci de vous présenter. Alors, on commence par ici.
vois que les micros ne sont pas encore là. Allez, je vais vous rejoindre. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Zemmour. Bonjour monsieur, je vous vois pas, hein. Je suis là, Vous êtes où? devant vous. Ah, très bien. Par rapport à votre programme politique en matière d'économie, la priorité des Français aujourd'hui est, je pense, comme vous le savez, de favoriser et augmenter le pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes en faveur d'une suppression de la TVA sur les produits de première nécessité? Écoutez, je n'irai pas jusqu'à ce point de détail encore. Je pense que déjà la TVA sur les produits de nécessité est très faible. Vous savez, je pense que la question du pouvoir d'achat, on ne peut pas la traiter comme ça par des mesurettes. Il faut la traiter globalement. Si on a un pouvoir d'achat aussi faible, c'est parce qu'on s'est appauvri. Et si on s'est appauvri, c'est parce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a désindustrialisé. Les pays qui ne sont pas désindustrialisés ne sont pas appauvris. Je donnais l'exemple de la Suisse, j'aurais pu donner l'exemple de l'Allemagne. Donc il faut reprendre le problème à la racine. Nous avons accepté, nos élites ont accepté de transformer notre économie industrielle en une économie de services. Nous croyions que c'était l'avenir. Nos grands patrons ne juraient que par l'industrie sans usine. On pensait que l'industrie c'était ringard, que tout, on ne jurait que par les services, que par la finance. Je ne sais pas si vous avez vu, lors de mon dernier débat avec Alain Minc, pour me dire que la France allait bien, il m'a dit que les banques allaient bien. Bah oui, d'accord. Ça nourrit beaucoup de gens, ça. Donc c'est ça en fait qu'il faut. Il faut reprendre. Et j'ai parlé évidemment du modèle social ouvert aux quatre vents qui nous appauvrit terriblement. Donc en fait, le problème du pouvoir d'achat, ce n'est que la conséquence d'une tiers-mondisation dans tous les sens du terme du pays et de sa population. Nous devons donc lutter contre cette tiers-mondisation et nous devons réindustrialiser et tout nous sera donné de surcroît. Si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est un travail de longue haleine. On peut prendre des mesurettes, on peut prendre des mesures même qui sont utiles ponctuellement, mais il ne faut pas perdre de vue cet horizon à 5 ans, à 10 ans. C'est ça l'enjeu pour notre pays. Monsieur Zemmour, Merci. dans 3 jours, vous allez porter le débat avec ou contre Michel Onfray au Palais des Congrès où je serai. N'oubliez pas dans cette terre de labeur de muscler votre bras gauche, comme il aime vous le rappeler. Donc, et c'est un libéral qui vous le dit, parce que je pense déjà au second tour, et vous aurez besoin d'un certain nombre de voix et de bataillons. Ah, vous vous rendez compte, c'est vraiment c'est la campagne d'Italie, votre histoire. Là, je suis passé de 3% au second tour. Alors, enfin bon, je vous prends au mot, hein, c'est très aimable à vous. Maintenant, pour le bras gauche, plus sérieusement. J'ai plaisir toujours à débattre avec Michel Onfray, mais ça tout le monde le sait. Nous sommes amis et nous aimons confronter comme ça, vous savez, l'expression de Montaigne, notre cerveau contre celui d'autrui. C'est le grand plaisir de la discussion avec Onfray. Et quand il dit qu'il faut que je muscle mon bras gauche, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Mais moi, je ne veux pas reprendre les recettes démagogiques de la gauche qui nous ont fait tant de mal. Donc je veux un discours social, vous avez tout à fait raison, mais authentiquement social. Et un discours social qui soit à la fois réaliste et qui en même temps protège uniquement les Français. Je pense qu'il faut nous marcher sur nos deux jambes. D'abord le réalisme économique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient sondeurs, qu'ils soient politiques, qui ont la nostalgie de la lutte des classes. Ils aimeraient bien revenir en 1848. Moi,
j'aimerais bien revenir en 1810, donc je ne vais pas leur faire un procès en ringardise. Mais en revanche, je leur ferai un procès en vérité politique. Je m'explique. Il y a évidemment, depuis la mondialisation, on a fait éclater les frontières, éclater les systèmes sociaux mondiaux. J'ai dit que c'était les pauvres des pays riches, c'est-à-dire vous, qui avez payé pour les riches des pays pauvres. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc évidemment, il y a un certain retour de la lutte des classes à l'intérieur de chaque pays, avec les riches des pays riches qui se sont enrichis. Mais, il y a 2 mais. Le premier mais, c'est que en France, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en Angleterre, et notre système de redistribution, contrairement à ce que nous disent les apôtres de la gauche et de la lutte des classes comme Piketty et d'autres, les inégalités sont beaucoup limitées par notre système de redistribution. Et deuxième mais, encore plus important selon moi, aujourd'hui, j'ai l'habitude de l'expliquer, nous vivons une guerre de civilisation sur notre sol. Et dans le cadre de cette guerre de civilisation, il n'y a plus de lutte des classes. Il y a des classes populaires qui veulent se défendre contre le grand remplacement, et il y a une bourgeoisie patriote qui ne veut pas donner son pays à l'invasion islamique. Donc nous devons forger une alliance entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. C'est tout l'enjeu de cette élection. C'est tout l'enjeu de cette élection, avec un Rassemblement national qui ne touche que les classes populaires et qui ne touche pas une voix de la bourgeoisie patriote, et un candidat LR, quel qu'il soit, parce que bon, ils sont partis pour 3 mois là d'embrouilles et de combines, donc bon, ils vont s'amuser entre eux, on va les laisser. Hein. Nous, on n'a rien contre l'amusement. Hein. Après tout, chacun trouve son plaisir comme il veut. Moi, je joue au tennis. Bah, eux, ils jouent au Congrès. Bon, bah voilà. Mais par ailleurs, ils ne touchent absolument pas les classes populaires. Ils ne touchent pas les jeunes non plus. Ils ont uniquement les retraités CSP+. Des gens ô combien honorables, qui d'ailleurs me regardent et regardent toutes mes émissions. Mais je pense que cet électorat-là a une responsabilité historique de tendre la main aux classes populaires pour sauver la civilisation française. Bon, c'est très bien, je vois que vous applaudissez, donc j'ai répondu à votre question. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour Monsieur. C'est un honneur de vous voir en vrai. Et je voulais vous poser cette question parce qu'on parle beaucoup de souveraineté économique, certes, mais quid de notre monnaie, je dirais, avec un euro qui a un problème pour nos exportations, par exemple, et même de façon générale, comment avoir un pays souverain sans avoir sa propre monnaie nationale? Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne question. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, j'étais jadis journaliste politique au temps du traité de Maastricht, au temps du référendum sur Maastricht. J'ai beaucoup discuté à l'époque, j'étais très proche de Marie-France Garot, de Charles Pasqua, de Philippe Séguin. J'ai beaucoup discuté avec eux et ce sont eux qui m'ont convaincu du danger de ce traité de Maastricht et donc de la monnaie unique et de l'euro. Parce qu'effectivement, comme disait Marie-France Garot, qu'est-ce qu'un pays souverain? C'est un pays qui peut faire la paix et la guerre, c'est un pays qui bat sa monnaie, et c'est un pays qui a sa justice, qui rend sa justice. Nous avons perdu, nous avons donné la monnaie à la Banque Centrale Européenne. Notre justice est dominée par des cours européennes qui nous imposent leur vision du monde. Et il nous reste notre armée, mais encore, nous ne pouvons même plus décider de faire la guerre et la paix comme on veut, puisque nous dépendons de la technologie américaine pour aller faire cette guerre. Parce que le courage de nos soldats, leur fiabilité, leur expérience, leur audace et leur sens du sacrifice sont
ne sont rien sans la technologie, les yeux et les oreilles dans la guerre d'aujourd'hui, et qui sont donnés par qui? Par les Américains. Donc en vérité, on l'a vu quand Hollande a voulu bombarder la Syrie, j'étais hostile, mais on a vu qu'il s'est arrêté alors que les Rafales étaient prêts à décoller, uniquement parce que le président américain Obama a dit non, non, finalement, j'y vais pas. Donc c'est vous dire que vous avez tout à fait raison, c'est un ensemble global. Nous avons perdu les moyens principaux de notre souveraineté. Donc nous devons les recouvrer. Non pas par gloriole, mais parce que ce sont les moyens de notre puissance et de notre indépendance pour justement lutter dans cette guerre de civilisation dont je parlais tout à l'heure. L'armée, il faudra effectivement augmenter massivement le budget de l'armée. Nous en parlerons, ce n'est pas votre question. La justice, il faudra aussi modifier ce qu'on appelle l'état de droit et lutter contre le gouvernement des juges, mais ce n'est pas votre question. Votre question, c'est l'euro. Vous avez tout à fait raison, l'euro nous a coûté très cher. Nous a coûté très cher parce que nous sommes effectivement rentrés avec un niveau de monnaie surévalué par rapport à la compétitivité de notre industrie. Nous avons d'autant plus souffert que la gauche s'est empressée, avant même que l'euro soit dans nos poches, d'établir la nouvelle loi des 35 heures qui a encore aggravé notre compétitivité. Vous vous souvenez, à l'époque, Schröder, le chancelier allemand, disait « Moi, je suis tout à fait pour les 35 heures en France, ça va favoriser l'industrie allemande. » Ben oui, on a vu, depuis, nous sommes en déficit commercial tous les ans. L'euro, en plus, a, par des phénomènes de théorie économique assez sophistiquée qu'on appelle la théorie de Mendel, qui est un grand économiste anglo-saxon, qui a expliqué que quand on créait une zone, ce qu'il appelle une zone optimale économique, unifiée par une seule monnaie, il y avait des phénomènes de transfert, c'est-à-dire que chaque pays, chaque région de cette zone faisait ce qu'il faisait le mieux. Je vais vous donner un exemple. Les Grecs, ils font du tourisme. Les Allemands, ils font de l'industrie. Si vous n'avez pas de monnaie avec laquelle vous pouvez jouer pour changer ce rapport de force, les Grecs ne feront jamais d'industrie. Et les Allemands font toujours de l'industrie. Peinard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ainsi, l'euro a permis à l'Allemagne d'accroître encore son hégémonie industrielle et de concurrencer, jusqu'à les soumettre, toutes les industries européennes, y compris les plus solides, comme la France et même l'Italie. Donc l'euro a été franchement très néfaste pour notre industrie. En plus, il a permis, par son effet indolore, c'est-à-dire par la protection de l'Allemagne, qui, elle, rassure les marchés financiers par la solidité de ses finances, par ses excédents commerciaux, par la puissance phénoménale de son industrie. Cet euro a permis à nos dirigeants de faire n'importe quoi. J'ai dit que les socialistes avaient fait les 35 heures alors que c'était une catastrophe, mais droite et gauche se sont endettés considérablement pour payer ce modèle social fou dont je vous parlais tout à l'heure. Évidemment, dans un autre contexte, avec le franc, on aurait vu l'augmentation de cet endettement, on aurait vu l'augmentation de ces échanges, de ces déficits commerciaux et budgétaires. Qu'est-ce qui serait passé? Mais les marchés se seraient retirés du franc. Et là, on aurait été obligé soit de réduire l'endettement, soit donc de limiter cette ouverture mondiale du modèle social, soit de dévaluer. Nos dirigeants se l'ont coulé douce. Vous comprenez? Ils ont réussi, grâce à l'euro, à faire n'importe quoi, et puis ensuite ils venaient parader à la télévision et dire qu'ils étaient les parangons de compétences économiques. Donc l'euro a été très néfaste. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui un système économique très imbriqué, et que sortir de l'euro entraînerait une désorganisation économique qu'il faudrait des années à colmater, à corriger. Je pense que nous n'avons pas le temps de subir cela. D'autre part, faisons un peu de tactique politique pendant 2 minutes. Vous avez vu en 2017 ce qui s'est passé. Il y avait les partisans de l'euro et les contempteurs de l'euro. On a bien vu que toute notre base électorale, ce que j'appelle les droites,
se sont divisés autour de cela. Et que les partisans de Marine Le Pen ont voté contre l'euro et que les partisans de François Fillon ont voté pour l'euro. Résultat des courses, c'est Emmanuel Macron qui a été élu. Donc je pense qu'il faut pour l'instant mettre cette question au frigidaire. Nous ne sortons pas de l'euro. Nous allons essayer de nous débrouiller avec. Voilà. On fera avec. On va se débrouiller avec. On va faire au mieux. Et on va régler d'abord notre problème civilisationnel dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, de côté de la salle, madame. Madame, c'est à vous. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, madame. Alors, je vais vous dire que bon, on a oublié l'éducation. Que sont devenus les enfants? Quelle école on leur donne maintenant? On leur amène directement sur des voies de garage. Voilà, ils sont plus formés, ils n'ont plus même envie. Ils ont honte, tellement qu'ils font des fautes d'orthographe. Et là aussi, il faut remettre ce qu'on faisait avant, dans les écoles, les institutrices, instituteurs. Quand on faisait, on disait toujours les doubles consonances. Et ça, on ne le dit plus. C'est pour ça. Et que vous avez aussi des ingénieurs. Vous êtes obligés d'aller prendre des cours de français. Tellement qu'ils font des fautes d'orthographe. Qu'est-ce que font les patrons? Des fautes d'orthographe, ils mettent à la poubelle. Chère madame. Alors, je voulais vous dire aussi. Chère madame, les gens ont raison de vous applaudir parce que vous posez une question essentielle. L'éducation, c'est vraiment un des problèmes majeurs de la France. C'est-à-dire que le niveau scolaire en France s'est effondré depuis 40 ans. Nous avons subi toutes les folies de la gauche pédagogiste qui a, sous prétexte de mettre soi-disant l'enfant au centre de l'école, en a chassé la transmission du savoir. Nous avons subi les folies de cette gauche qui tient les rênes de l'éducation nationale depuis 1945 et qui a fait de l'école le centre de la lutte contre les inégalités sociales, alors que l'école doit être le centre de l'édification et de la transmission des savoirs. L'école... Vous savez, la gauche et la droite d'ailleurs n'ont que la République à la bouche et en même temps, ils la trahissent allègrement. Parce qu'ils ont fait de l'école publique le terrain de jeu de toutes les théories sociologiques à 2 balles et de la fameuse inclusion. Alors l'inclusion, ça ne vous concerne pas, vous. Hein. L'inclusion, c'est simplement, c'est très simple, il faut que tout le monde rentre et arrive au bac. Donc pour cela, on va abaisser le niveau de telle façon que même le plus nul ait le bac. C'est assez simple à faire, c'est comme un saut en hauteur. Vous commencez à 2 mètres, puis si vous voyez qu'on saute que 80 cm, eh ben vous abaissez la barre à 80 cm, et là vous enjambez la barre, et tout le monde est un champion de saut en hauteur. C'est ça l'école publique aujourd'hui. Donc en fait, il faut revenir à l'école de la République, pour le coup. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'école de la République? Vous savez ce que c'est que la République? C'est le mérite. C'est-à-dire que la République, la gauche se gargarise avec la Révolution française. Qu'est-ce que c'est la Révolution française? La Révolution française, c'est simplement le fait que le tiers-état, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire tous les gens qui n'étaient pas aristocrates, voulaient avoir les mêmes droits que les aristocrates, voulaient avoir les mêmes possibilités de promotion sociale. À l'époque, quand on était né aristocrate, on avait certains domaines qui étaient interdits aux autres et on pouvait s'épanouir là-dedans. La Révolution française, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est n'importe qui peut avoir n'importe quel emploi, mais pas comme ça, hein, selon son mérite. Ça, c'est la Révolution française. Ça, c'est la République. Vous savez que sous la Troisième République, jusqu'en 1945, le taux de réussite au bac était, tenez-vous bien, de 2 à 3% de toute une génération.
C'est-à-dire que tous les républicains ont rendu le bac de plus en plus difficile. Et comment ils l'ont rendu de plus en plus difficile? En multipliant les épreuves écrites et en sélectionnant. Comme ça, après, les gens avaient le bac, ils passaient dans les études supérieures et ils avaient un boulot de cadre à la hauteur de leurs compétences. Et les autres, ils n'étaient pas abandonnés, contrairement à ce qu'on dit. Il y avait des sélections en 6e, en 3e, et ils pouvaient être orientés vers des métiers plus professionnels, mais on pouvait après revenir dans l'enseignement général si, soudain, on se révélait bien meilleur qu'on l'avait été. Les fameuses classes de transition tant décriées. Et qu'est-ce qu'on a fait à partir de 1945 et surtout à partir de 1974 avec l'horrible loi Haby qui a créé le collège unique? Eh bien, on a détruit tout ça. Et on a mis tout le monde dans les mêmes classes. Oh, formidable. Formidable, les nuls étaient avec les bons. Oh, on était contents, hein. On avait l'inclusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. C'est simple. Les nuls sont éduqués, instruits par les bons. Et les bons, ils apprennent plus rien. Et après, on s'étonne qu'on s'écroule dans les classements internationaux. Parce que l'écroulement est double. Non seulement les nuls sont de plus en plus nuls, mais les bons sont de moins en nombreux à être bons. Je vous donne un exemple simple. On a fait une étude entre 1987 et 2017 en CM2 sur les capacités en mathématiques, calcul, etc. des enfants. En 1987, on a établi les 10% les meilleurs, qui avaient les meilleurs résultats. Et en 2017, on a cherché qui avait le niveau de ces 10% les meilleurs. Et on a trouvé 1%. Voilà. En 30 ans, on avait réduit à presque rien les enfants qui avaient le niveau en mathématiques de ceux de 1987. C'est ça l'effondrement. C'est que non seulement on a, je crois, 30% des enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui rentrent en 6e, ça c'est les nuls. Mais même les bons sont de plus en plus raréfiés, ils sont toujours aussi bons, mais de moins en moins nombreux. Et après, on s'étonne que la recherche française s'effondre, on s'étonne qu'on n'ait pas trouvé le vaccin, et surtout, ce 1% qui va devenir le 1% le meilleur, et qu'est-ce qu'il fait? Merci. Il part à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Et pendant ce temps-là, eh ben nous, on reçoit des millions de gens qui sont à bac-10. Donc vous voyez, le résultat pour la France, c'est perte générale. Donc pour répondre à votre question, madame, il faut détruire tout ce qu'on a fait depuis 40 ans. C'est-à-dire, il faut faire, et là je vais vous étonner, ce que M. Blanquer dit depuis 4 ans. Ben oui, vous avez raison de le siffler parce qu'il parle mais il ne fait rien. Alors évidemment, je vous avoue que je me suis fait avoir. Parce que quand il est arrivé rue de Grenelle, il a subi lire et la vindicte des journaux de gauche. Les pages éducation du Monde sont un plaisir des yeux. Enfin, ça fait mal à la tête à la fin. Mais enfin bon, ça fait rigoler aussi. Et puis, les syndicats. Les syndicats qui ont tapé en disant « Quelle horreur, il veut nous ramener à l'école des années 60 ». Moi, Benet, je me suis dit « Mais il est formidable ce garçon, il veut nous ramener à l'école des années 60 ». Mais que nenni. Je me suis fait avoir comme un bleu. En fait, il y avait un jeu de rôle entre les syndicats et le ministre, M. Blanquer. Le ministre, M. Blanquer, faisait semblant de vouloir revenir à la grande école républicaine française et les syndicats faisaient semblant de le croire. Et donc, ils se tapaient dessus les uns sur les autres pour que les benets comme moi tombent dans le panneau. Bon, j'ai fini par m'apercevoir, parce que bon, je suis un peu bête, mais je réfléchis lentement, mais je finis par comprendre. J'ai compris enfin la réalité du jeu de rôle. Mais gardons le discours et passons aux actes, quoi.
Bonjour, monsieur Zemmour. Je vous vois pas. Ici, À droite, à gauche, vous êtes où? la marinière. Ah, je vous vois, ça y est. Monsieur Durignocourt, enchanté. Enchanté. Alors voilà, j'ai une question. Parlons un peu d'Europe. Alors j'ai encore en travers de la gorge le référendum du 29 mai 2005. Moi aussi, ça sur tombe la- bien. Ah, il n'est pas passé, moi non plus. Hein. Sur la Constitution européenne, avec un non à 55%, 54%, allez. 54,68%. Voilà. Merci de votre précision. À votre avis, monsieur Zemmour, que serait-il passé si on avait écouté le peuple? Alors, vous avez tout à fait raison. Ce sujet est particulièrement délicat et douloureux. Dans mon précédent livre, Le suicide français, j'avais fini sur cet événement-là. Et j'avais expliqué que c'était l'apothéose. C'est-à-dire que nous avions des dirigeants qui avaient tout trahi, et là, ils trahissaient en plus la démocratie. Vous savez ce qui s'est passé, évidemment, c'est-à-dire que le peuple a voté non à un référendum qui présentait une constitution européenne, mais qui avait la particularité aussi de rassembler tous les traités signés avant, donc y compris le traité de Maastricht. Donc c'était une façon pour le peuple d'annuler son vote oui de 1992. Vous imaginez l'effroi à Bruxelles et dans nos élites européistes. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup d'État. On peut appeler ça comme ça, puisque en démocratie, le peuple est souverain. Donc quand on renverse le peuple, on fait un coup d'État. Et ce coup d'État s'est fait avec la complicité de la droite et de la gauche, avec ceux qu'on appelait à l'époque l'UMP, mais c'est-à-dire les LR d'aujourd'hui, et le PS d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté, tout simplement, la même chose, le même texte à peu de choses près. Ils ont enlevé des petits zakouskis, d'ailleurs pour les remettre dans les faits, par exemple. Je vous donne un exemple. Il y avait le drapeau européen qui devait être partout. Ils l'ont enlevé des textes, mais ils l'ont mis dans la réalité. Vous voyez, c'est à cela qu'on reconnaît nos grands démocrates. Et nos gros malins, de droite comme de gauche, se sont assis sur le vote du peuple. Et ça, vous avez raison, je pense que c'est une des origines du désarroi et du désaveu populaire qu'on voit dans toutes les élections depuis lors, avec une augmentation sidérante de l'abstention généralisée, qui manifeste la défiance désormais du peuple pour nos élites qui ne respectent pas. C'est comme si le peuple disait aux élites, de toute façon, si on vote, vous voulez nous passer, vous passez de nous, donc laissez-nous tranquilles, nous on va à la pêche et on est tranquille, puisque de toute façon, notre vote ne sert à rien. En plus, c'est tout à fait dans le contexte général, puisque à partir de là, à partir même avant, la gauche et la droite ont suivi les mêmes politiques quasiment. Vous connaissez le mot célèbre de Philippe Séguin qui disait « La gauche et la droite sont des détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe ». Donc, à partir de là, il faut voir comment on règle cette question. À partir du moment où il n'y a pas une majorité dans le pays pour sortir de l'Europe, nous ne sommes pas la Grande-Bretagne, nous ne sommes pas le peuple anglais. Nous avons une histoire différente, nous avons une histoire du XXe siècle. Je pourrais parler des heures de ça entre le pays comme l'Angleterre et les États-Unis qui ont gagné les deux grandes guerres mondiales et un pays comme la France qui a gagné la guerre de 14 à un prix inouï et qui a perdu en 40 et qui ne s'est jamais vraiment remis de cette défaite de 40. Donc il y a une histoire différente. Donc, et en plus, tout simplement, l'Angleterre est une île, comme disait le général de Gaulle, la France ne l'est pas. Donc nous avons l'habitude de vivre au milieu des pays européens continentaux. Donc ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même psychologie collective. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de majorité pour sortir de l'Europe. Donc nous devons régler le problème autrement. Nous devons régler le problème autrement, c'est-à-dire que nous devons, quand on est au pouvoir, tenir tête à la Commission de Bruxelles. Nous devons tenir tête aux juges européens. Nous devons dire, nous sommes la France
et nous allons défendre nos intérêts primordiaux. C'est le retour à la conception du général de Gaulle dans les années 60. Nous avons des intérêts vitaux, pour faire court, l'immigration, l'industrie, et nous ne laisserons plus la Commission de Bruxelles régner sur ces sujets. Nous allons reprendre en main ces domaines-là. Vous savez, en 2012, pendant l'entre-deux tours de la présidentielle, Nicolas Sarkozy a fait un grand discours pour expliquer exactement ce que je viens de dire. Il disait, nous dirons à la Commission, voilà, Schengen, ça ne va pas, le droit de la concurrence, ça ne va pas. Nous allons reprendre en main, nous donnons 3 mois à la Commission pour changer ça. Si elle ne change pas, nous reprenons les choses en main au niveau de l'État national. En clair, nous reprenons des pans de souveraineté. Je pense que c'est la bonne direction. Nous devons agir ainsi et nous ne devons pas craindre les rodomontades et les crises d'hystérie de la Commission de Bruxelles. Un petit pays comme la Hongrie, un petit pays fier et valeureux et défenseur de la civilisation européenne, lutte et résiste très bien à une Commission de Bruxelles qui lui fait du chantage aux subventions européennes. Nous, ils ne peuvent même pas nous faire ça, parce que c'est nous qui payons. C'est nous qui payons plus que ce que nous devons et que nous recevons. Question ? Bonjour Monsieur Zemmour, là, sur votre droite. Là. Ah, ça y est, je vous ai vu. J'aimerais bien qu'on parle de nos armées. Je suis étudiant, j'envisage d'intégrer l'école militaire de Saint-Cyr, donc ça me touche particulièrement. Nos armées n'ont plus le moyen de ces ambitions. C'est assez important et je voulais connaître votre avis, notamment au sujet de la place de la France dans l'OTAN, de notre complexe militaro-industriel qui a tendance à partir, notamment avec le projet SCAF. On participe de manière active avec les Allemands, les Espagnols, etc. Sauf que, bien entendu, c'est une entreprise française qui développe majoritairement le projet. Et aussi, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'armée en tant que telle, de ses effectifs, et qu'est-ce qui se passerait si vous étiez président. Je suis particulièrement, comme vous, attaché à l'armée française pour des raisons historiques. Comme disait le général de Gaulle, la France s'est faite à coups d'épée. Et en plus, l'armée française a porté partout en Europe et dans le monde la gloire de ses armes. Moi qui suis un amoureux de Napoléon, vous imaginez ce que je pense de la grande armée et de l'armée française en général. Et je suis en plus très soucieux de l'héritage du général de Gaulle, qui était que la défense ne pouvait être nationale, que c'était la nation qui devait se défendre elle-même, que bien sûr on pouvait avoir des alliés, mais que la défense était la responsabilité de la nation. Et deuxième principe gaulien fondamental, nous devions élaborer et forger une industrie de défense complète, autonome, qui tenait toutes les armes, toutes les technologies, et qui maîtrisait tout cela. Avec un budget de la défense conséquent. Pour vous donner une idée, au milieu des années 60, le budget de la défense représentait 5% de la richesse nationale. Aujourd'hui, on est tout content quand on arrive à 2% et que le gouvernement triche parce que comme la richesse nationale a baissé à cause du Covid, il triomphe à peu de frais en disant « Vous avez vu, on a atteint les 2%. » En vérité, nous avons subi un double effet de ciseaux depuis 30 ans par la folie de nos dirigeants. Le premier, c'est que nous avons cru que la fin du mur de Berlin, la fin de l'URSS, sonnait le règne de la paix éternelle. L'inculture crasse, l'inculture historique crasse de nos dirigeants a fait qu'ils n'ont pas compris que dans toute l'histoire de l'humanité, la paix n'était qu'un entre-deux-guerres. Et que ça a toujours été comme ça, surtout dans l'histoire de France. Et qu'il nous fallait faire très attention à ne pas brader notre outil militaire qui avait été forgé par les générations passées. Mais en même temps,
Nous avons, depuis les années 90 et surtout 2000, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, multiplié les interventions à l'extérieur, les fameuses OPEX. Et là, on a envoyé notre armée expéditionnaire partout, en Afrique, dès qu'on pouvait, et puis même ailleurs qu'en Afrique. Sauf que, finalement, la baisse des moyens militaires au nom des fameux dividendes de la paix, comme disait Laurent Fabius, et la multiplication des interventions à l'extérieur, finalement, évidemment, ça c'est, on n'a plus pu faire face. Et aujourd'hui, nous avons par exemple des soldats au Mali qui prennent des risques inconsidérés parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour se protéger. Et je le disais en plus, ils dépendent de la technologie américaine. Donc vous avez tout à fait raison de mettre en avant les histoires de SCAF et tout pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas cela. Le SCAF, c'est le futur avion de la défense et de l'armée française, le futur Rafale. Sauf que notre président a eu la riche idée de s'allier aux Allemands pour faire cet avion. Vous savez, notre président est un petit naïf. Il pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que les Allemands sont nos amis. Il ne fait pas la différence entre faire la paix et être amis. C'est embêtant, parce que les Allemands sont en paix avec nous, ils ne tiennent pas du tout, ils ne tiennent plus à envahir le nord de la France, ni à franchir, à contourner la ligne Maginot, mais la compétition subsiste. La compétition économique, la compétition industrielle. Les Allemands, en vérité, n'ont jamais digéré d'avoir dû renoncer à leur industrie militaire, et en particulier à l'industrie aéronautique, qui était fort brillante avant-guerre, les fameux Messerschmitt, et on leur a interdit de continuer cette fabrication en 1945. D'ailleurs, pas mal d'ingénieurs allemands sont venus travailler à Toulouse, dans les usines françaises, apporter leur savoir-faire. Les dirigeants allemands n'ont jamais digéré cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus les compétences. Ils n'ont pas les compétences de Dassault. Donc, ils font des risettes à notre président ingénu et lui disent « Mais oui, c'est magnifique le couple franco-allemand ». En douce, ils rigolent. Le couple franco-allemand, pour eux, c'est un truc de romantique français, absolument grotesque. Ils ont bien raison. Et donc, ils lui disent « Ah, mais oui, on va faire l'autonomie stratégique européenne. Faisons cet avion du futur magnifique. » Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils veulent prendre les technologies et les savoir-faire de Dassault. C'est ça le but du jeu, que M. Macron n'a pas compris. Et donc, évidemment, comme Dassault regimbe, comme Dassault n'a pas envie de donner ces technologies, alors évidemment, ça ne marche pas fort. Et Emmanuel Macron, au lieu de dire aux Allemands « Stop, on arrête, on reprend nos billes et on fera cet avion tout seul comme d'habitude », non, il fait pression sur Dassault pour qu'il cède. En plus, c'est un mauvais calcul, parce que ça nous est déjà arrivé dans le passé. On devait déjà faire un avion européen avec les Anglais et avec les Allemands et les Suédois. Le résultat, c'est qu'on s'est brouillé, on a fait le Rafale, ils ont fait l'Eurofighter, qui est plus mauvais et qui a coûté, tenez-vous bien, à chacun des pays, je ne dis même pas globalement, à chacun des pays qui ont fabriqué l'Eurofighter, ça a coûté plus cher qu'aux Français de faire le Rafale. Donc vous voyez, ces calculs d'apothicaires, soit des calculs d'apothicaires, les Allemands paieront, soit la naïveté stratégique et européiste de Emmanuel Macron qui parle d'autonomie stratégique européenne, alors même que les Allemands n'en ont cure et que les autres n'en ont cure. Pourquoi? Il faut bien comprendre ça. Pour les Allemands, la défense européenne, elle parle anglais et elle s'appelle l'OTAN. C'est l'armée américaine. Donc à chaque fois, et c'est déjà arrivé au général de Gaulle lui-même, en 1963, le Parlement allemand a claqué la porte, je serai poli, au général de Gaulle lui-même, qui avait fait un traité franco-allemand avec l'autre chancelier Adenauer, et les députés allemands ont fait voter un préambule pour rappeler que la défense allemande relevait de l'OTAN et des armées de l'OTAN. Donc c'est une vieille histoire que M. Macron fait semblant de ne pas savoir. Et ça continue. À chaque fois que les Français disent aux Allemands « Mais venez,
faites notre défense stratégique ensemble, faisons notre fameuse armée européenne. Les Allemands rigolent et disent non, non, nous, c'est les Américains. Et pour suivre les Allemands, pour ne pas rompre le fameux couple franco-allemand qui n'est qu'un mythe français, nous nous soumettons aux Américains. Les Allemands nous tirent vers la soumission américaine. Donc la solution, c'est 1. Sortir de l'état-major intégré de l'OTAN, comme avait fait le général de Gaulle et comme Sarkozy a eu le tort de nous y ramener. On a vu comment les Américains nous traitent lors de cette dernière histoire des navires, des sous-marins australiens, et cesser de tout soumettre à l'alliance avec les Allemands. Nous pouvons faire des choses tout seuls. Nous devons nous donner les moyens. On peut aussi coopérer, hein, bien sûr. On peut coopérer avec les Anglais, on peut coopérer avec les Italiens. Ils sont très forts pour les fusées, les Italiens. On peut coopérer avec les Allemands, c'est pas le problème. Mais on doit garder notre autonomie stratégique et surtout, on doit reconquérir et réinstaller notre complète autonomie de l'industrie. Aujourd'hui, par exemple, les pistolets de notre armée sont achetés auprès des Allemands et des Suédois. Avant, on les faisait nous. Vous voyez, il faut reprendre toute la palette d'armes et de technologies. Nous devons reconstituer une armée, une industrie de l'armement indépendante. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour. Malgré tous les chiffres, les ratios, les critères qui décrivent notre pays aujourd'hui, j'ai de l'espérance en vous et je vous en remercie. Merci, mademoiselle. Vous avez dit tout à l'heure que nos politiques actuelles avaient peur. Je partage cette vision. Mais en fait, vous avez dit aussi que notre pays avait d'énormes défenses dans son traitement social. Et moi, je voudrais plutôt élargir les dépenses plutôt au niveau politique, on va dire. Est-ce que vous pensez que nos hommes politiques n'ont pas peur d'agir aujourd'hui parce que le millefeuille politique français est devenu tel que s'ils voulaient bouger, s'ils voulaient toucher à leur privilège d'avoir un poste après les élections, etc., voire même aujourd'hui au niveau de l'Europe, puisqu'on sait aussi que l'Europe est devenue un millefeuille financier, est-ce que vous auriez, vous aussi, le courage de vous attaquer à ces dépenses ? Je pense que vous avez raison de signaler qu'il y a une gabegie et on pourrait effectivement couper, réduire cette gabegie. Vous avez raison en particulier pour le fameux millefeuille territorial. On a multiplié depuis les lois de décentralisation en 1982 les étages soi-disant pour faire des économies et en fait à chaque fois on aggrave et on accroît les dépenses. Donc on pourrait effectivement, vous avez raison, réduire dans ce millefeuille territorial. Il faudrait choisir les bons niveaux. On pourrait par exemple supprimer les communautés de communes, les communautés d'agglos et redonner un peu de liberté aux petits maires. Ça serait une piste. Je ne suis pas sûr que les grandes régions inventées sur un coin de table par François Hollande aient une grande réalité ni une grande efficacité. Donc vous voyez, il y a des tas de choses à faire. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête derrière votre propos, mais il y a des choses qui ne sont pas non plus des gabegies énormes. Par exemple, les dépenses du Parlement lui-même, de l'Assemblée nationale, du Sénat, ce n'est pas des sommes colossales. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de dépenses inutiles. Voilà, on peut évaluer comme ça, on pourrait discuter longtemps comme ça, de prendre secteur par secteur, mais je pense que ça viendra plus tard. Oui. Bonjour Monsieur Zemmour. Je m'appelle Ethan, je suis étudiant en droit et aujourd'hui j'ai une petite question sur le travail des étudiants. Lille est une ville étudiante et j'entends de plus en plus
mes collègues, mes camarades, mes amis, me dire « Ethan, on travaille trop et on n'étudie plus ». Et c'est réellement une grande problématique. Alors, bien évidemment, je ne parlerai pas de Parcoursup, cette usine à gaz, non plus des arguments totalement utopiques de la gauche et de la droite. Les aides sociales, vous le savez, c'est un principe financier qui est donné par les départements, par les concours financiers de l'État. Alors la question, je ne sais pas si elle est simple, mais c'est la mienne. Pensez-vous qu'en appliquant réellement la décentralisation du pays pour les aides sociales, favorisera la précarité ou en tout cas la situation des étudiants? Merci. Pas simple, votre question est simple, mais la réponse n'est pas simple. Vous savez, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une décentralisation des aides sociales. C'est les départements qui versent les aides sociales et en général, c'est l'État qui rembourse les départements. On a vu le département de Seine-Saint-Denis qui croule sous les dépenses sociales et l'État a été obligé de reprendre en main directement ces dépenses. Pour les étudiants, je pense que le problème de fond n'est pas les dépenses sociales. Le problème de fond, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tout le monde a le bac, tout le monde peut rentrer à l'université. Je pense qu'il y a trop d'étudiants, qu'il y a trop de filières surchargées, les sociologies et compagnie, où il devrait y avoir beaucoup moins d'étudiants. Et il devrait... En plus, ce qui est devenu scandaleux, vous avez dit je ne parle pas de Parcoursup, mais vous devriez en parler, car il s'est passé quelque chose que peu de gens ont relevé, c'est-à-dire que le ministère, sous M. Blanquer, dont j'ai parlé tout à l'heure, a introduit dans les algorithmes de Parcoursup des principes de discrimination positive. Et ce qui fait qu'ils ont mis la discrimination positive au cœur de l'école républicaine. Et ce qui fait qu'ils ont fait que les jeunes en terminale, par exemple, qui passaient à l'université, les jeunes bons élèves des lycées parisiens de bon niveau, n'ont pas réussi à rentrer dans les grandes universités. Parce que, comme par hasard, ils étaient barrés. Et ils étaient barrés par qui? Eh bien, par les jeunes des banlieues qui avaient un niveau bien moindre qu'eux, mais qui pouvaient rentrer dans les grandes universités parisiennes parce que l'algorithme de Parcoursup les avait insidieusement favorisés. Je pense qu'il faudra supprimer tout ça. Je le répète, la discrimination positive, c'est le contraire de la République. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le retour de l'aristocratie. C'est-à-dire, des gens ont des places, ont des fonctions, ont des rôles, ont des titres, pas uniquement en raison de leur naissance. On a réinventé, par la gauche, l'aristocratie. Voilà, on me dit qu'il faut conclure. Je vous remercie beaucoup. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Merci à vous, merci de votre enthousiasme, merci de votre chaleur et à bientôt. Je reviendrai bientôt à Lille et bientôt dans le Nord.